me revient maintenant de tirer quelques conclusions finales à ce séminaire. J'espère que vous aurez la patience de m'écouter avant d'aller manger, puisque moi aussi j'ai un peu faim, mais j'ai, disons, un quart d'heure, 20 minutes pour essayer de tirer quelques conclusions, donner ma perception des choses en fait, et je vais essayer de le faire le plus honnêtement possible. Alors, premièrement, le changement climatique, on a vu, ce n'est pas le passage d'une situation stable à une autre situation stable. C'est en fait, à l'échelle de la vie humaine, un changement vers une nouvelle situation qui va durer plusieurs siècles et qui sera faite de changements permanents et progressifs. Donc, on est dans un changement de paradigme, pour reprendre une expression qui a été utilisée, ou pour en prendre une autre à la mode également, on est dans le monde d'après. Et donc, ce changement de situation dans un monde en mouvement, pour nos aires naturelles protégées en général, ça va se traduire évidemment par la modification de facteurs multiples, la température, le régime hydrique, les conséquences sur la biodiversité, la répartition des espèces et des habitats, la fonctionnalité des habitats. Tout ça va effectivement s'appliquer également aux aires protégées littorales, mais celles-ci, sur le littoral, elles vont en plus devoir gérer un défi prédominant pour certaines d'entre elles, c'est l'élévation du niveau de la mer. Puisque là, on aura une modification encore plus radicale des aires protégées et elles se maritimiseront progressivement. C'est un processus qui va effectivement être progressif et pendant plusieurs siècles, comme une bonne façon de se représenter les choses, c'est lorsqu'on a une élévation du niveau de la mer de 1 mètre, les occurrences d'événements centennales, genre Xynthia, seront quasi annuelles, donc avec seulement 1 mètre. Et la mer va monter de plusieurs mètres par siècle à partir du siècle prochain. Donc, tout ça, alors évidemment, nous ne serons plus là pour le voir, aucun de nous, mais néanmoins, c'est dans cette situation-là que nos sociétés vont devoir évoluer. Alors, quelles sont les perspectives pour nos espaces naturels littoraux? Ce sont des grands bouleversements, effectivement, mais il n'y a pas que des bouleversements négatifs. Il y a certes un risque d'uniformisation des milieux de nos aires protégées par la maritimisation elle-même, ou un risque également d'écrasement entre l'effet ciseau, l'effet tenaille, entre la mer qui avance et les défenses contre les submersions qui, elles, ne reculent pas. Et ce risque-là, forcément, existe. Mais il existe aussi des opportunités. Les limites traditionnelles entre la terre et la mer vont, dans certains endroits, pouvoir s'estomper, se modifier, se reconsidérer autrement. Et donc, on a des espoirs possibles en termes de reconnexion et d'élargissement de l'interface terre-mer, avec des milieux plus diversifiés, des améliorations trophiques, puisque ces milieux ont des capacités trophiques énormes et viennent nourrir l'océan. On a des enjeux d'habitat, avec notamment les présalés, qui sont liés à ces enjeux trophiques également. On a les enjeux liés aux espèces amphihalines qui pourront migrer de façon plus simple lorsque nous aurons des interfaces terre-mer libérées des carcans d'ouvrages durs. Lorsque, évidemment, nous aurons trouvé d'autres solutions pour faire face à l'élévation du niveau de la mer. Il y aura des conséquences plus en arrière littoral, parce que nous savons que les zones basses en France, pour ne prendre que la France métropolitaine, c'est de l'ordre de 700 000 hectares, c'est-à-dire c'est beaucoup plus que ce que la mer va regagner progressivement dans les premiers temps. Et donc, ces zones basses, elles vont être impactées par l'élévation mécanique des nappes souterraines, des nappes salées, mais aussi en littoral de certaines nappes d'eau douce. Et donc, nous aurons des reconstitutions, des renaissances de zones humides en amont de ces zones basses. Et tout ça va forcément donner des opportunités en termes d'aires protégées. Changement dans la gestion, donc. Nous serons moins dans la gestion jardinée, plus dans l'accompagnement des phénomènes naturels, serons moins dans la recherche d'objectifs stables à long terme, mais plutôt dans l'adaptation permanente.
Et nous serons moins dans la frontière initiale de l'aire protégée, mais plus être intégrés aux territoires eux-mêmes, les territoires eux-mêmes soumis aux effets du changement climatique et forcés de s'y adapter. Changement dans la gestion, c'est comment accepter de vivre avec l'incertitude, on vient d'en parler. Et donc, forcément, des enjeux en termes de méthode pour nous gestionnaires, pour intégrer cette incertitude dans les plans de gestion, l'adaptation permanente, la projection en dehors des limites et accepter ou présenter ou faire valoir l'écart entre le résultat possible de la gestion et les objectifs de protection pour lesquels l'aire protégée a été créée. Tout ça va engendrer des changements aussi dans nos métiers, des métiers mûrs aujourd'hui pour essayer d'inventer des méthodes et d'avoir recours à des spécialistes, à des vrais professionnels de la communication ou des artistes, tout en associant nos propres compétences aux leurs, puisque je pense qu'on ne vend pas le changement climatique comme l'ouverture de la prochaine foire au vin. Donc, les communicants ont aussi leurs limites et c'est peut-être avec eux qu'on peut travailler efficacement et c'est le caractère remarquable du show scientifique que nous a présenté Éric Chaumillon. Il y a un enjeu également, à mon avis, essentiel qui est d'anticiper, de prendre un temps d'avance. Donc, c'est tout ce que l'on veut dire quand on parle de travailler à l'échelle des territoires. Je résumerai ça par une formule, c'est penser et imaginer les littoraux de demain, les rivages de demain, parce que c'est là qu'on peut y ménager les espaces de fonctionnement, d'expression écologique. Et aujourd'hui, ces espaces sont en arrière-littoral, dans une configuration terrestre. Demain, ils seront en première ligne. Et c'est pourquoi l'anticipation telle que le propose le programme DIADES, par exemple, sur la question des poissons migrateurs, est assez intéressante parce que le programme recherche des messages à apporter auprès des institutions pertinentes, en l'occurrence l'Europe pour les poissons migrateurs. C'est beaucoup trop tôt pour le faire, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque le jour où ça se présentera, il y aura quelque chose sur la table. Et donc, c'est un élément d'anticipation majeur, au même titre que le rôle du foncier. Ce qu'on a évoqué sur le foncier, lorsque l'on veut prévoir d'autres organismes, enfin une meilleure adaptation du territoire rétro-littoral, il faut pouvoir effectivement réserver le foncier. Ce n'est pas quand il sera urbanisé, aménagé et habité qu'on pourra s'adapter, c'est plutôt en réservant ce foncier pour des usages multiples, variés. Et on a évoqué pas mal d'outils à cet égard, des outils d'urbanisme, le remembrement, pourquoi pas, effectivement, les acquisitions foncières, et puis prévoir des vastes étendues d'aires protégées, des aires protégées par principe grandes, parce que c'est dans ces aires protégées vastes que l'on pourra mieux s'adapter, mieux relocaliser la biodiversité. Et pour finir, quelques éléments que j'ai glanés, mais je pense qu'il y aura davantage de matière dans les restitutions des ateliers. Quels sont les besoins pour les gestionnaires? Comment s'organiser aujourd'hui? NatureAdapt en a identifié certains, la méthodologie de diagnostic de vulnérabilité et de plan d'adaptation. Alors, à définir ce que l'on entend par plan d'adaptation par rapport à plan de gestion. Pour moi, l'un doit aller dans l'autre et l'autre dans l'un. Les formations interactives en ligne, la plateforme collaborative d'échange et de ressources et des recommandations aux institutions. Et à travers notre webinaire, moi, j'ai retenu quelques pistes qui peuvent, disons, alimenter ces projets-là, ces objectifs-là. Il y a la question du vocabulaire. Dans les choses que nous devons partager, il y a peut-être des questions de vocabulaire. Nous devons essayer de développer un vocabulaire positif, moins anxiogène, même s'il faut alerter réellement sur ce qui se passe. Donc, il faut dédramatiser. Tout ça passe par une façon de nommer les choses. Il y a la question de la méthodologie actuelle d'élaboration des plans de gestion. Je pense qu'il faut l'interroger. Alors,
je vais probablement on va peut-être me faire remarquer que je ne la connais pas suffisamment pour dire qu'elle n'est pas adaptée, mais je la connais tout de même un peu et donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment revoir dans cette méthodologie. C'est un petit pavé dans la mare de RNF, je le sais, mais je me permets quand même de le signaler. Ensuite, il y a des documents certainement un peu stratégiques dans la planification territoriale. Les PAPI, on les a cités, et les SCOT, certainement, enfin tous les documents d'urbanisme. Et à ce sujet-là, je pense que nous pourrions travailler sur la façon, quelles sont les dispositions finalement qui seraient nécessaires dans ces documents pour mieux prendre en compte les espaces protégés actuels et futurs. Il y a également, alors c'est une réflexion personnelle, mais lorsque les investisseurs privés ont des projets, ils raisonnent à une échelle de temps qui est celle de leur retour sur investissement. Et en général, en immobilier, ça ne va pas au-delà de 30 ans. Donc, à l'échelle de 30 ans, on peut faire beaucoup de choses, en fait, qui, même si elles deviennent obsolètes ensuite, sont rentables. Et il nous faut prendre en compte ce raisonnement-là, parce que finalement, lorsque nous demandons d'anticiper et de prévoir des politiques à long terme, il faut savoir que d'autres acteurs n'ont pas le même horizon. Et puis, évidemment, en termes de recommandations aux institutions, j'ai retenu deux choses. Nous avons besoin de rendre les messages audibles, donc de les construire ensemble et de les porter ensemble. Donc là, c'est tout l'intérêt du réseau d'acteurs, d'experts et de praticiens que NatureAdapt s'est fixé comme objectif de construire. On n'a pas trop parlé de la façon de développer ce réseau, mais je pense qu'on va tous y travailler ensemble. En tout cas, le Conservatoire du littoral, à travers notamment le Adapto, s'y prêtera volontiers. Et puis, on a vu qu'en termes de recommandations aux institutions, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être timide à faire des propositions relativement ambitieuses en termes de juridiques, puisque on a constaté que les évolutions juridiques sont assez lentes à produire de façon spontanée. Et mon mot de conclusion sera pour dire que adapter la gestion de nos espaces protégés littoraux, c'est changer les esprits, les nôtres, mais aussi ceux de nos interlocuteurs, ou peut-être que je devrais dire ceux de nos interlocuteurs, mais aussi les nôtres. Ce n'est pas plus facile dans un sens que dans l'autre. C'est un grand défi. Ceci demande à la fois beaucoup de sagesse, de l'humilité, de la délicatesse, de la pédagogie, de la patience et aussi quand même de la détermination et de la persévérance, car il faudra nécessairement du temps. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce séminaire.